Alors pour continuer à rentrer aussi dans des solutions concrètes, un de nos partenaires sponsors PeopleDoc est là avec Philippe Reynaud. Donc j'invite Philippe à me rejoindre et on va parler du coup expérience collaborateur et techno-flexibilité. Je te donne mon micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'espère que j'étais dans le panorama. J'ai cru voir qu'il y avait PeopleDoc à un moment donné. Je vais vous raconter... J'ai pas la zapette. Je vais tenter de vous raconter l'histoire d'une start-up de l'intérieur à travers l'histoire de PeopleDoc et à travers aussi la manière dont nous voyons le panorama aujourd'hui des outils de la digitalisation et d'évolution des outils dans les ressources humaines. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que PeopleDoc, au début, on s'appelait NovaPost. Donc les deux fondateurs de PeopleDoc avaient pour ambition de créer la nouvelle poste. Donc la nouvelle poste, c'était quoi? C'était tout simplement de se dire, plutôt que de recevoir du courrier, on va recevoir des documents de manière électronique dans des coffres-forts. Donc on est parti d'un concept qui était, on va distribuer des documents de manière digitale et de manière électronique. Ça n'a pas fonctionné, puisque le citoyen, il y a un peu plus de 10 ans, n'était pas mature, n'était pas prêt à vouloir payer pour recevoir du courrier de manière digitale. Et donc, ils se sont dit, qui est capable et qui va vouloir bien payer pour envoyer des documents de manière digitale. Et donc, naturellement, on s'est tourné vers l'entreprise. Et dans les entreprises, qui est le plus gros pourvoyeur de documents à destination des salariés, c'est les ressources humaines. Donc, NovaPost, ça a été tout d'abord de faire de la distribution de documents et de bulletins de paye dans les coffres-forts. Alors ce coffre-fort, au début, c'était un réceptacle, je dirais, sécurisé pour récupérer, la loi le permet depuis maintenant un peu plus de 10 ans, des bulletins de paye de manière électronique. Et c'est après devenu, en co-construction, tel que c'était dit avec nos clients, est-ce que cette boîte aux lettres ou ce coffre-fort peut devenir un élément plus important, c'est-à-dire être le réceptacle d'échange de tous les documents que les ressources humaines doivent envoyer à leurs salariés. Et donc du bulletin de paye, on a commencé à mettre des annexes, des contrats, des feuilles d'entretien, tout ce que l'entreprise pouvait distribuer au niveau du salarié. Alors naturellement, à partir du moment où on avait créé un outil pour les salariés, il fallait créer le pendant pour l'entreprise. Et donc la plateforme a évolué en se disant ce qui est un coffre-fort salarié peut aussi devenir un coffre-fort employeur. Et avoir le même espace entre le salarié et l'employeur, et que l'employeur puisse avoir ce qu'on a commencé à appeler il y a maintenant quelques années des jets d'RH, un outil également pour pouvoir gérer toutes ces armoires de papier de manière électronique et avoir le pendant de ce qu'ils pouvaient proposer à leurs salariés. C'était pas suffisant. Quand on co-construit une offre et qu'on écoute nos clients, il y a aussi des autres contraintes et des obligations. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément distribuer de cette manière-là. Il y a des documents qui doivent être validés, des documents qui doivent être signés. Donc si on veut éviter de continuer à avoir des papiers, il faut se doter après, par exemple, d'une solution de signature électronique. Et donc là, vous avez un cercle vertueux du document qui peut être digitalisé dès qu'il a été créé et vivre un cycle dans l'entreprise sans être jamais ni réimprimé, ni signé, ni avoir un document papier. Après qu'on ait créé ce premier module, nos clients nous ont dit, c'est bien gentil les documents, mais il n'y a pas que des documents, il y a beaucoup d'échanges et de formulaires qui se font encore de manière papier, ou des demandes qu'on reçoit par mail, par téléphone, et qui ne sont pas tracées. Donc on a essayé d'accompagner nos clients en se disant, est-ce qu'on peut faire un bureau RH, ou est-ce qu'on peut accompagner les ressources humaines en faisant du zéro papier? Et donc on a commencé à imaginer ce qu'on appelle un module de case management dans lequel on pouvait avoir un moteur de workflow de formulaires, et dans lequel après, on pouvait attacher à ces formulaires, faire des process, de manière à se dire, l'ensemble des échanges et des flux qui existent entre l'employé, le salarié et l'entreprise peuvent être digitalisés. Et donc aujourd'hui, on est capable de se dire on peut faire de la RH sans papier et pas forcément avoir des sans-papiers chez les ressources humaines. À partir du moment où on avait réussi à faire cette plateforme dans cette globalité, il a fallu qu'on se positionne justement dans tout ce périmètre d'offres qui existait, puisqu'aujourd'hui, les ressources humaines sont suffisamment équipées en offres. Si on prend le cycle de vie du collaborateur, depuis
des dizaines d'années, il existe des outils qu'on appelle des outils best of breed, des outils de RP et autres, qui se sont spécialisés dans des outils métiers, dans des tâches métiers. Donc vous allez trouver plein d'outils au niveau du recrutement. Vous allez trouver des outils liés à la formation. Vous allez trouver des outils dans la gestion quotidienne des événements, de la paye, de la formation, d'un certain nombre de choses. Le défaut qu'ont tous ces outils, c'est que chacun de ces outils est plutôt un outil orienté expert, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire de la productivité, de gagner du temps. Il va digitaliser un process expert, mais ces outils ne sont jamais pensés par rapport aux salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez aller dans un outil, vous allez tomber dans une ergonomie différente. Vous allez vous retrouver dans des gestions complètement différentes qui ne sont pas cohérentes. Le salarié, lui, il a 10 outils sur son poste de travail, il n'y en a aucun qui communique ensemble. Notre idée, à travers notre plateforme, ça a été de se dire comment on peut arriver à ce que le cycle de vie du collaborateur soit suivi à travers une seule et même plateforme, quitte après à aller chercher les outils experts à chaque fois qu'il en aura besoin. Mais il faut que de l'entrée du salarié, qu'on va appeler le onboarding, à sa sortie, qui va être le offboarding, qui puisse utiliser le même outil. C'est-à-dire qu'il faut maintenant faire des outils au service des employés et pas des outils simplement pour des experts. À travers ce type d'outils, le salarié, il a un seul point d'entrée unique, il a une seule plateforme dans laquelle il va rentrer. Et à chaque fois qu'il va avoir à créer quelque chose, à chaque fois qu'on va lui poser une question, ou il va le faire en propre dans l'outil, ou il va avoir des liens API qui vont lui permettre d'aller chercher l'outil de formation, l'outil de pause, de demande de congés payés, l'outil de résultat de paye. Mais le but, c'est que vous allez être employé centrique, tel qu'on le dit beaucoup aujourd'hui, et vous allez proposer une seule solution à votre employé. Charge après aux informaticiens, et aujourd'hui, les web services permettent de se passer de l'informatique, aux API de communiquer entre elles et de créer le lien entre les différents applis métiers qui peuvent exister. Là, vous apportez une vraie différence à vos salariés. Vous leur permettez, alors là, les études, on en a plein, vous leur permettez de se concentrer à plus de 98% sur leur métier et à plus passer de temps à se dire mais où je peux faire ça, comment je vais trouver l'information. Ils ont tout au même niveau et c'est vraiment très très intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que ça paraît facile, comment on met en place des outils de type digitaux et autres. Il y a souvent des freins, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du jour au lendemain de 100% papier à 0 papier. Donc quels sont les freins et les freins sont souvent levés par les clients eux-mêmes. Si on prend le deuxième, 80% des coffres-forts PeopleDoc ont été activés malgré le fait qu'au départ, de nombreux collaborateurs ne disposaient pas d'adresse email. Dans la plupart des entreprises, vous avez un taux d'adresse email professionnelle qui varie entre 60 et 99%. En fonction des secteurs d'activité. Évidemment que plus vous êtes dans l'industrie, moins il y a d'adresses email professionnelles. On va s'appuyer sur les adresses personnelles et sur les smartphones. À partir du moment où vous regardez le taux d'équipement des smartphones, vous êtes à 99,9. Et donc, le fait de ne pas avoir d'adresse professionnelle n'est pas un frein à l'utilisation des outils que vous allez mettre à disposition. Deuxième point, le salarié est au cœur de la solution de PeopleDoc, loin de déshumaniser la relation entre le salarié et les RH. Ça, c'est à chaque fois qu'on va mettre en place un outil, on va nous dire, mais à partir du moment où on va digitaliser l'échange, on va enlever de la relation entre le salarié et les ressources humaines. Alors vous verrez après à travers un process qui est le onboarding, mais en fait, c'est pas vrai. C'est que tout ce que vous allez automatiser et tout ce que vous allez rendre plus performant, vous le savez bien, va vous permettre de passer plus de temps dans la vraie, je dirais, valeur des ressources humaines, qui est d'accompagner votre salarié et de le faire évoluer. Donc au contraire, plus vous allez automatiser, plus vous allez digitaliser, plus vous allez passer de temps à accompagner vos salariés. Donc c'est souvent l'inverse en tout cas qu'on constate. Le premier est intéressant puisque Adriana est une de notre première cliente aux États-Unis. Biogen était un de nos premiers clients. À force de l'utiliser, vous savez, quand on est une petite start-up, qu'on arrive française, qu'on arrive aux États-Unis, c'est pas simple de se créer une communauté de clients et c'est pas simple d'avoir des cas clients et des témoignages. On a tellement utilisé Adriana sur la première année dans nos témoignages, dans le fait d'être un garant pour nous, qu'elle a fini par être embauchée par PeopleDoc et être évangéliste
sur le marché américain. Donc c'est aussi une anecdote qui est assez sympathique. Autre chose sur les freins que l'on peut avoir, c'est un taux de dématérialisation plus fort qu'un taux d'activation des coffres-forts. Alors ça s'explique par la loi El Khomri et le fait qu'on puisse maintenant distribuer les documents de manière opt-out. C'est-à-dire que vous distribuez les bulletins de paye sans forcément avoir besoin de l'accord de vos salariés, c'est le principe de l'opt-out. Et pour autant, on s'aperçoit qu'on a un taux de dématérialisation de 98%, mais que 92% des coffres-forts activés. Vous avez 6% des salariés dans cette entreprise qui ne vont pas consulter leur bulletin de paye. C'est 6, en général, ça peut être 4 ou 5. De la même manière que quand vous envoyez un bulletin de paye, je dirais de manière aujourd'hui papier dans une boîte aux lettres, vous avez à peu près 5% de vos employés qui n'ouvrent pas leur bulletin de paye. La seule chose qui les intéresse, c'est le net. Ils l'ont vu par leur appli bancaire, ou ils l'ont reçu par une alerte ou autre, mais ils n'ouvrent pas leur bulletin de paye. Le dernier qui était aussi intéressant, PeopleDoc, a été mis en œuvre en 4 mois seulement, 5 millions de documents. Oui. Est-ce que les projets de type start-up, les projets de digitalisation sont longs ou pas à mettre en place? Alors il y a 2 manières de le voir. Où effectivement on est dans une phase très jeune de la start-up et on s'appuie sur des grandes entreprises pour, tel que Jean-Pierre l'avait dit, co-construire nos offres. On en a besoin, au début on n'a pas de gros moyens et effectivement l'arrivée des premiers clients, des premiers gros clients va nous permettre d'investir sur le développement de nos offres. Donc oui, ces projets-là sont forcément au début un peu plus longs. On se doit de développer en même temps qu'on propose l'offre. Nous, on a cette chance maintenant, c'est qu'on a un peu plus de 10 ans d'existence. Donc on a, à l'inverse, quand on est éditeur SaaS, on a capitalisé sur les pratiques de nos clients pour proposer un maximum de fonctionnalités. Donc on est maintenant dans un modèle de solution où, à l'inverse, 90% des besoins qui nous sont exprimés lors de la phase projet existent déjà. Donc en fait, plus on vieillit ou plus notre temps d'existence est important, plus le temps de projet va diminuer avec le temps. Alors est-ce qu'un jour on va être à 1 mois, 2 mois? Oui, c'est possible. Je ne sais pas après si c'est souhaitable. Un projet déjà de 3-4 mois est un projet, si on veut le lancer, le communiquer, je pense que c'est un temps assez incompressible. Mais effectivement, plus l'offre va gagner en maturité, plus vous allez également gagner en temps de réalisation de vos projets et en proposition de solutions, puisque la plateforme va vous proposer un éventail de paramétrages, de solutions qui ont été appliquées à d'autres clients de votre secteur ou pas de votre secteur d'activité, en fonction de s'il y a des particularités sectorielles. Et donc vous allez forcément gagner après en temps d'implémentation. Alors, le onboarding digital, ça c'est intéressant. J'ai voulu prendre un processus parmi tous ceux qu'on pouvait digitaliser pour montrer comment le fait d'avoir de moins en moins d'administratifs pouvait créer de la proximité. C'est quelque chose qu'on s'est appliqué chez PeopleDoc. On fait en ce moment à peu près une centaine de recrutements par an, entre 100 et 150. Et donc on a une session d'onboarding d'une quinzaine de candidats tous les mois pendant 10 mois de l'année. Le fait que le onboarding soit digitalisé, c'est-à-dire que quand un collaborateur il arrive le premier jour de son entrée dans l'entreprise, 90% des informations dont on a besoin le concernant, nous les avons déjà. 90% des documents qu'il devait remplir avant d'arriver ont été faits. On a créé des semaines de onboarding, c'est-à-dire qu'on peut se permettre que l'ensemble des salariés n'a plus à venir 2 jours et remplir de l'administratif pendant 2 ou 3 jours en entreprise, chercher les différents bureaux dans lesquels il doit passer. Et à l'inverse, nos équipes RH nous ont proposé, puisque maintenant l'administratif n'est plus un frein et n'est plus une contrainte quand on va rentrer dans l'entreprise, on va créer des process et des semaines de onboarding. Donc on se l'est appliqué à nous-mêmes, on l'applique maintenant à beaucoup de nos clients. En même temps qu'on va créer le onboarding digital, on va proposer des séances et des semaines de onboarding physique où le salarié va pouvoir rencontrer tous les managers d'entreprise ou tous les directeurs de différents services de l'entreprise. Et en fait, on a gagné c'est un bel exemple de ce qu'on perdait en temps, aussi bien pour les experts que pour le candidat, à remplir, je dirais, de la data administrative, et à passer du temps à faire son onboarding, rencontrer les créateurs de l'entreprise, rencontrer les dirigeants, connaître l'offre, connaître les différentes cultures et valeurs de l'entreprise.
C'est un exemple où on passe effectivement de l'administratif et du digital à beaucoup plus de services et de proximité. Alors, comment voyons-nous aujourd'hui l'évolution des systèmes de gestion de capital humain? L'ensemble des outils du SIRH, l'ensemble des outils qu'on utilise aujourd'hui, ils ont vécu cette transformation. C'est-à-dire qu'on est passé d'enregistrer de la donnée RH, c'est-à-dire qu'on allait faire de l'input, on allait sur chacun des outils experts que vous utilisiez, on récupérait de la donnée RH. À l'époque, on ne l'exploitait pas. De cette, je dirais, intégration de données, on s'est posé, je dirais l'ensemble du marché s'est posé la question de se dire comment maintenant, par rapport à une data qu'on va recevoir, on peut au maximum automatiser un processus. Donc c'est aujourd'hui, ça peut être très bien les processus de gestion des temps, les processus de demande de formation. Donc on est parti d'un petit écran dans lequel on a de la data et petit à petit, les outils best of breed ont automatisé les différents process RH. Le système d'engagement qu'il y avait derrière, c'est bien gentil. On a un panel d'outils, on le déploie, on récupère de la data, on automatise des processus, mais en quoi le salarié, il en est satisfait, il en est content, en quoi ça l'engage? C'est-à-dire se poser la question, c'est bien gentil de lui faire du process administratif, mais est-ce que l'ensemble des processus administratifs qu'il va renseigner va lui permettre d'améliorer son image qu'il a de l'entreprise, de son engagement? Donc là, on a commencé à développer des outils qui allaient permettre d'avoir un système d'engagement du salarié, un système dans lequel, à chaque fois qu'on va faire un processus, on va pouvoir donner son avis. C'est-à-dire, est-ce que le processus que j'ai fait me satisfait? Est-ce que le processus m'a apporté quelque chose? Est-ce que le processus que j'ai rempli m'a rendu un certain service? Est-ce qu'il était adapté à mon profil? Donc là, on commence à faire ce qu'on appelle du processus employé-centrique avec de l'engagement du salarié. Aujourd'hui, on est en train de passer au dernier acte, qui est d'aider à la prise de décision. C'est-à-dire que c'est bien gentil de se dire, tiens, je l'ai engagé, je lui ai proposé un process qui est adapté, un process qui lui a apporté quelque chose, mais est-ce que je ne peux pas faire du prédictif? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, à travers le process que je lui ai demandé de renseigner, il m'a donné de l'information, est-ce que je ne peux pas commencer à lui proposer des services? C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est tel profil dans telle entreprise, il travaille à l'IT, il travaille à la R&D, il m'a fait savoir à travers son process de demande d'évolution ou la volonté de s'expatrier, est-ce que je ne peux pas après lui envoyer de l'information, au même titre qu'on le reçoit dans sa vie privée, liée à ce qu'est l'expatriation dans mon entreprise? Est-ce que, parce que c'est un commercial, je ne peux pas lui envoyer de l'information par rapport à du e-learning que j'ai dans mon entreprise? On est en train maintenant d'utiliser les processus administratifs dans cette phase-là, c'est-à-dire qu'on va capter à travers les données qu'on reçoit dans nos processus administratifs, quel type de service on va pouvoir donner, redonner, apporter, quel type d'informations on va pouvoir cibler à telle et telle catégorie des salariés. On est en train de passer en ce moment dans cette, je dirais, phase-là des outils et de ce qu'on peut proposer en matière. Alors, on le disait tout à l'heure, le RPA va nous y aider. Les chatbots vont nous y aider parce que ce n'est pas forcément utile que dans certains processus, la réponse du salarié vienne d'un humain. S'il a envie d'avoir une information et que c'est le dimanche matin ou le lundi soir quand il est chez lui, si un robot peut lui apporter cette information et qu'à l'inverse, quand il va arriver le lundi matin, vous allez plutôt l'accueillir parce que vous savez qu'il a pris une information pendant le week-end sur telle ou telle information pour lui proposer un service nouveau, c'est plus adapté que de se dire je vais attendre le lundi matin pour avoir une réponse à une demande administrative. Donc voilà comment aujourd'hui on met en place les outils de type bot ou RPA dans les plateformes des startups. Donc la data, est-ce que c'est le nouvel Eldorado? Oui, ça l'est, forcément, puisqu'on en a de plus en plus. C'est un nouvel Eldorado, même politique. On sait tous que l'intelligence artificielle qui est liée à la data, elle est vraiment aujourd'hui, ceux qui possèdent la data, c'est les GAFA, c'est les Américains. Côté de l'Asie, côté des Chinois aussi, il y a aujourd'hui une très grosse exploitation de la data. Ce qui est sûr, c'est que les hébergeurs et ceux qui ont la data, c'est eux qui vont proposer les offres de demain. Amazon, le fait dans la vidéo, c'est eux qui vont proposer demain, c'est eux qui ont le plus de data, c'est eux qui vont proposer les nouveaux outils de demain. Donc oui, il faut qu'en Europe,
on soit à même de se doter d'outils pour avoir, je ne sais pas si c'est un cloud européen, mais pour avoir nous-mêmes nos propres hébergements de data et être capable nous-mêmes, l'écosystème des SIRH et des startups, être capable de proposer nos vrais outils d'intelligence artificielle. Parce que c'est ceux qui ont la data qui vont proposer ces outils-là demain.